harcèlement. Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous allons explorer comment la communication non violente peut transformer les interactions à l'école, notamment en désamorçant les conflits et en favorisant une meilleure compréhension entre élèves et enseignants. En intégrant cette approche dans les écoles, on peut non seulement prévenir les conflits, mais aussi améliorer la qualité des relations humaines. Nous discuterons de ces principes et de la manière dont elle peut être utilisée au quotidien dans le milieu scolaire. Bonjour Christelle, bonjour Dominique. Bonjour Jules. Bonjour Jules. Alors, ma première question sera, qu'est-ce que la communication non violente ? J'ai envie de dire que pour moi, c'est un processus qui a pour intention de nous aider à prendre en compte autant l'autre que nous-mêmes dans nos interactions. Et de là, il y a vraiment une qualité de connexion qui s'installe entre moi et les autres. Et ça permet de réveiller notre élan naturel de contribution. Parce que la CNV est basée sur un postulat, alors on y croit ou on n'y croit pas, mais en tout cas c'est basé sur un postulat que l'être humain est un être de contribution, qu'il aime prendre soin des autres et de lui-même. Donc voilà, la CNV c'est ce processus de conscience pour nous aider à nous connecter à cet élan de contribution. Donc c'est beaucoup plus qu'une technique, je vois ça comme vraiment un processus qui soutient les relations et puis qui met aussi de la conscience sur qu'est-ce qui gêne les relations. Voilà, donc c'est un processus qui aide à avoir une posture, un savoir-être dans le relationnel avant d'être un savoir-faire. Voilà ce que j'ai envie de dire. Peut-être Dominique, tu veux compléter ? Oui, tu as déjà été assez complète, mais je rajouterais peut-être que c'est effectivement plus qu'un savoir-faire, c'est un savoir-être. Et on est vraiment dans l'intention de rester en lien avec la personne avec qui on parle. Et il m'a fallu, moi, de mon côté, apprendre à sortir d'un rapport de domination, de savoir qui avait tort ou qui avait raison. Je cherche d'abord à rester en lien avec la personne et de favoriser ce lien. Et voilà, je pense que c'est... Oui, la CNV, ça aide vraiment, en tout cas moi, ça m'aide vraiment à sortir d'un autre paradigme qui est lié à notre éducation, notre conditionnement, où on est dans un rapport de force, un rapport des relations, enfin un pouvoir les uns sur les autres, où je cherche à avoir raison, ou alors je me culpabilise parce que je me dis que j'ai tort. Là, c'est vraiment être comme sur un autre plan, où il n'y a plus cette histoire de pouvoir sur l'autre, ou être dans la soumission. C'est vraiment être dans un rapport comme un pouvoir avec, on pourrait dire. Être vraiment en interaction avec l'autre et où chacun est pris en compte. D'accord, c'est vrai que c'est important, tu parles de savoir-être, de savoir-faire, ça rentre peut-être dans les principes fondamentaux de la CNV, du coup ? Oui, bien sûr. Alors les principes fondamentaux de la CNV, c'est ce que je disais à l'instant, c'est que donc l'être humain est un être de contribution. Donc ça, les neurosciences vont dans ce sens-là à notre époque. Quand Marshall Rosenberg, donc un psychologue américain qui a conçu ce processus dans les années 60, à cette époque-là, il n'y avait pas les neurosciences qui allaient dans ce sens-là, mais lui était convaincu de ça, que l'être humain aime naturellement contribuer. Donc, je te demande pas d'y croire, mais en tout cas, ça part de ce postulat-là. Et puis, une autre chose qui est fondamentale comme principe pour la CNV, c'est que les êtres humains, donc nous sommes des êtres vivants, et pour ça, pour préserver la vie en nous, nous avons des besoins, des aspirations, comme une plante qui a elle aussi des besoins pour rester vivante. Une plante, elle a besoin de nourriture, d'eau, de lumière, voilà, de chaleur. Nous aussi, on a ces besoins-là, puis on en a d'autres. On a besoin de connexion, de liberté, d'accueil, d'écoute, d'expression. Voilà. Et avec la CNV, j'ai appris à faire la différence entre les besoins, donc ce que je viens de dire, des aspirations qui sont universelles aux êtres humains, et puis les stratégies. Et autant les êtres humains, on a les mêmes besoins, autant on n'a pas tous les mêmes stratégies, les mêmes actions pour satisfaire nos besoins. Par exemple,
si je prends le besoin d'expression, là, je suis en train de nourrir un besoin d'expression en parlant au micro. Mais il y a d'autres personnes, pour nourrir leur besoin d'expression, elles vont envoyer, par exemple, ma fille qui est ado, elle va envoyer des SMS à ses copines, ou mon mari va me raconter sa journée ce soir, ou je peux imaginer une amie qui prend son téléphone pour m'appeler. Ça, ce sont des stratégies différentes pour le besoin d'expression. Il y a encore, par exemple, des gens qui vivent leur expression avec de la peinture, ou du dessin, ou de la musique. Tout ça, ce sont des stratégies diverses et très variées pour un même besoin d'expression. Et donc, on peut voir vraiment les besoins comme le lieu de notre ressemblance dans notre diversité d'êtres humains. C'est ce qui nous rassemble. Et les stratégies, c'est nos différences. Et donc, toutes nos actions, en fait, tout ce que nous faisons au quotidien, toutes nos actions, ce sont des façons de tenter de satisfaire nos besoins. Donc, par exemple, là, quand je parle au micro, je disais que c'est pour vivre un besoin d'expression, mais je peux nourrir aussi d'autres besoins à travers cette stratégie-là, par exemple du partage, de la contribution, de la paix, parce que j'estime que partager ces outils de communication, c'est œuvrer pour la paix. Voilà, donc toutes nos actions servent à nourrir nos besoins. Et puis, quel est le regard de la CNV sur la violence? En fait, la violence, donc, ce sont aussi des stratégies, des actions qui sont posées par un être humain, et des stratégies tragiques, en fait, pour chercher à nourrir des besoins qui ne sont pas satisfaits. Donc les comportements non respectueux comme le harcèlement, ce sont aussi des stratégies maladroites pour tenter de prendre soin des besoins. Et donc, peut-être que un jeune qui harcèle un autre, peut-être qu'il cherche à nourrir un besoin de connexion, par exemple. Alors, la CNV va nous permettre de dire oui au besoin de connexion et non à cette stratégie qu'est le harcèlement. Et on va chercher à accompagner le jeune pour voir quelles autres stratégies on pourrait mettre en place pour satisfaire ce besoin, par exemple, de connexion. Si je ne prends pas en compte le besoin de connexion qui est derrière la stratégie du harcèlement, je risque de voir revenir le harcèlement sous une autre façon. Donc, voilà, en tout cas, un des principes fondamentaux de la CNV, c'est vraiment cette notion de besoin, bien distinguer des stratégies, et puis voir la violence comme une expression de besoin non satisfait, une expression tragique. Je dirais que, effectivement, entre savoir-faire et savoir-être, la CNV, c'est d'abord un savoir-être. C'est Catherine Schmider, qui est la cofondatrice de Déclic CNV Éducation, qui dit la CNV, c'est d'abord de l'éthique. C'est pas une technique, c'est de l'éthique. Et pour moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Pour la CNV, pour pouvoir nommer les besoins et être à l'écoute de ce qui se vit chez l'autre ou chez soi, ça demande une bonne connaissance de ses émotions. Et la CNV, ça nécessite d'aller d'abord d'avoir des repères internes, c'est-à-dire de s'interroger sur ce qu'on ressent, d'observer les faits, mais aussi d'aller chercher qu'est-ce que ça fait chez moi, qu'est-ce que je ressens, parce que les émotions, elles sont la partie visible de ce qui s'exprime en besoin. J'ai l'image d'un iceberg en disant ça, c'est que le besoin, c'est la partie immergée, et les émotions, les ressentis sont la partie visible émergée. Donc quand on a cette connaissance des émotions, on peut commencer à avoir une autre posture. C'est pour ça que je dis que c'est d'abord un savoir-être. D'accord, alors vous avez parlé d'émotions, d'expression. Moi, il y a une question qui me vient. Du coup, dans toutes ces émotions, expressions, comment reconnaître, on va dire, une émotion un peu cachée qui renferme justement un mal-être qui pourrait s'apparenter comme du harcèlement? Toi, par exemple, Christelle, tu parlais d'expression, de besoin de raconter sa journée, etc. Dans la manière de le faire, dans la manière de choisir ses mots, comment les parents peuvent repérer ces petits signes qui montrent que son enfant a vécu une mauvaise journée et qu'il s'est peut-être passé quelque chose aujourd'hui qui fait qu'il répond peut-être de façon agressive ou de façon un peu triste. Comment on peut essayer de repérer ces petites différences-là? Effectivement, ça peut être simplement être
en interaction avec son enfant, lui demander comment ça va, comment s'est passée sa journée. Et puis, nous aussi, en tant qu'adultes, partager comment s'est passée notre journée. Je crois vraiment au fait que les enfants, les jeunes et même tous les êtres humains, nous apprenons par imitation, imprégnation. Et donc, je crois vraiment que dans une famille, un jeune, il dit comment il va. Quand les parents ont aussi cette démarche-là de dire comment ils vont et de dire régulièrement comment ils se sentent. Donc, à partir de là, un jeune, il peut dire dans une relation de confiance s'il va bien ou s'il va pas. Et son silence, s'il ne dit pas comment il va, son silence est aussi à avoir comme peut-être un signal qu'il y a quelque chose qui peut-être ne va pas. Moi, ce qui me vient, c'est que en étant formée à la communication non violente, j'ai appris aussi à décoder les émotions. C'est-à-dire qu'il y a des émotions qui sont plutôt agréables, tout ce qui est la joie, l'élan de vie, la paix. Et puis, il y a des émotions qui sont beaucoup moins agréables, comme la tristesse, la peur. Et ça, c'est des signes quand on est dans les émotions désagréables, c'est qu'il y a des besoins qui ne sont pas nourris. Mais quand on est dans les besoins, quand on vit, quand on a des émotions qui sont agréables, c'est qu'on a des besoins qui sont nourris. Et moi, quand j'ai affaire à des élèves, par exemple, qui sont dans des émotions désagréables, eh ben, je vais aller l'aider et guider pour aller comprendre ce qu'il y a comme besoin qui n'est pas nourri. Et ça peut être dans ces moments-là que la maltraitance peut être exprimée par l'enfant s'il y a maltraitance ou s'il y a violence. Et ça, c'est hyper important. Je crois que c'est une des forces que m'a donné la CNV, c'est apprendre à écouter et à observer. Je crois que j'ai appris, et c'est pas peu dire en venant de moi, j'ai appris à me taire et à écouter. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental d'écouter comme ça vient, sans juger, sans interrompre, et de pouvoir après guider et aider à exprimer ce qui se vit chez l'autre. C'est pour ça que je dis que ça demande déjà une bonne compréhension interne, personnelle de ces émotions, parce que si on a cette maîtrise-là pour soi, on l'a pour les autres. Et je pense que ça fait partie, parce que ça peut être pour les parents, effectivement, d'interroger leur enfant. Je suis complètement d'accord que le dialogue à la maison est super important. Mais pour moi, ce qui est aussi fondamental, c'est de former les enfants à pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent à l'intérieur. Voilà. Ça rentre un peu dans l'éducation, du coup. Ouais, dès le plus jeune âge, réussir à montrer à son enfant que quoi qu'il lui révèle, on est là pour l'écouter, on promet pas ne pas le sanctionner, ne pas le gronder, ne pas le punir, mais en tout cas on est là pour l'écouter, on est là pour l'accompagner dans une démarche de réparation un peu de sa bêtise ou de sa sottise sur le moment. Ça rentre un peu dans l'éducation alors tout ça. Ça rentre complètement dans l'éducation. C'est vraiment apprendre. Personnellement, moi, ce que j'ai appris, c'est à accueillir ce qui se vivait sans juger. Oui, tu dis que tout ça c'est essentiel dans une posture d'adulte, d'éducateur, et oui, bien sûr, ça va venir complètement transformer le regard qu'on a sur l'éducation et passer tout à l'heure, je parlais de pouvoir sur et pouvoir avec. Eh bien, moi, je vois que je suis passée quand je connaissais pas la CNV, je voyais l'éducation comme un rapport de force entre les adultes et les enfants, les forcer à faire des choses que je jugeais bonnes pour eux et leur montrer ce qui, d'après moi, était mauvais pour eux ou pour la société. Et la CNV m'a vraiment fait changer de regard et passer à une autre vision des choses que j'essaye de vivre du mieux que je peux. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais en tout cas, chercher à être dans cette relation avec, dans le pouvoir avec, et donc plus dans le dialogue. Et par exemple, là, je vois ma dernière fille, elle est en 5e, elle a des, entre guillemets, mauvaises notes en anglais. Je sais pas, elle a peut-être 10 de moyenne en anglais. Voilà, donc je pourrais, dans le pouvoir sur... comment va faire un parent dans ce cas-là? Il va donner des punitions, il va promettre des récompenses. Si tu travailles mieux, si tu augmentes ta moyenne de 2 points, tu auras le droit enfin à un téléphone portable. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Moi, je vois plus je ne vois plus l'éducation comme ça. Je veux que ma fille, si elle progresse en anglais, c'est parce qu'elle voit l'intérêt, l'importance de parler anglais pour son ouverture au monde, pour son épanouissement, les ouvertures que ça peut donner au niveau professionnel. Et donc je vais plutôt, c'est ce que j'ai fait là récemment, j'ai dialogué avec elle pour comprendre
ce qui se passe chez elle, elle a pu me dire à quel point elle essaye de faire du mieux qu'elle peut, et puis en même temps, qu'elle est un peu découragée. Donc j'entends derrière cette émotion de découragement qu'elle a besoin de soutien. Je lui ai demandé, et c'est ça ce qu'elle a dit. Et puis donc je lui ai partagé moi mon inquiétude aussi par rapport à l'importance que j'accorde à apprendre l'anglais voilà, pour son épanouissement. Et donc on a cherché ensemble, et puis là on vient de trouver une étudiante américaine qui veut bien lui donner quelques cours pour la remotiver, puis la remettre en confiance aussi. Voilà, donc ça, pour moi, c'est un exemple de dialogue où je suis en relation. C'est pas non plus... donc, c'est ce que j'appelle le pouvoir avec. Quelquefois, quand je dis ça, ça peut être compris comme... sortir du pouvoir sur, quelquefois, c'est compris comme une forme de résignation ou de soumission, comme être dans le pouvoir sous. C'est pas ça. Quand j'écoute ma fille, je vais pas lui dire « Oh bah écoute, t'as 10 sur 20 en anglais, c'est très bien, allons-y, restons comme ça. » Non, j'écoute aussi mes repères à moi et l'inquiétude que ça peut... petite inquiétude que ça peut créer chez moi. Et donc, je prends ça en compte. Je prends à la fois en compte ma fille, son besoin de soutien, et moi, mon besoin d'être rassurée par rapport à ses études. Et donc, on cherche ensemble comment on pourrait faire. Je lui avais proposé d'aller trouver une correspondante anglaise en Angleterre. Ça serait une autre stratégie. Pour ma fille, ça, c'était pas du tout envisageable. On a cherché à ce qu'elle regarde des dessins animés en anglais. Bon, elle l'a fait 1 ou 2 fois, et puis je vois bien qu'il y a quelque chose qui la soutient pas autant que ce dont elle a besoin. Voilà, donc c'était pour illustrer cet exemple pour illustrer ce changement de regard, pouvoir sur ou sous, et passer à pouvoir avec. Ouais. Ce qui est important aussi, tu parlais de punition tout à l'heure, ce qui me semble important, c'est de permettre un dialogue où l'enfant pourra se sentir autorisé à parler, puisqu'il sera dans la confiance que il va pas regretter le fait d'avoir parlé. C'est-à-dire que si derrière une parole qui est exprimée, on punit, on sanctionne ou on culpabilise quelqu'un, l'enfant il va apprendre à se taire et à mentir. Et ça, c'est vraiment une démarche pour moi ça m'a demandé vraiment une évolution, ça m'a permis en fait une évolution dans ma façon d'être. C'est que je suis plus en train de juger. Moi, avant, quand j'écoutais des élèves qui étaient dans le conflit ou dans de la violence, j'avais déjà décidé qui était coupable, qui était innocent, entre guillemets. Et il m'a fallu vraiment un travail pour me dire que si à la clé, il y avait une sanction, ils n'allaient pas pouvoir se livrer. Et quand on est vraiment dans le dialogue, les situations de harcèlement, comme on parlait tout à l'heure, peuvent se régler parce que chacun va prendre sa part de responsabilité dans ce qui est vécu. Et c'est fondamental. Pour revenir du coup sur le milieu harcèlement scolaire, quel bénéfice à long terme l'enseignement de la communication non violente aux élèves ou aux professionnels de l'éducation peuvent avoir un impact d'après vous ? Moi, ce que j'ai expérimenté pour l'avoir mis en place dans ma classe, c'est quand les élèves sont éduqués, apprennent le répertoire des émotions, apprennent à reconnaître leurs besoins. Ça n'empêche pas les conflits. Les conflits, c'est une façon maladroite, le conflit avec violence, c'est une façon maladroite de rentrer en contact avec quelqu'un, comme tu l'as dit tout à l'heure, Christelle. C'est répond toujours à un besoin de connexion ou de vivre quelque chose. Mais ce que j'ai pu voir, c'est que quand les élèves apprenaient à sentir ce qui se passait chez eux, ils étaient capables d'écouter l'autre et de rentrer avec guidage dans la médiation. Et ce que j'ai pu voir, c'est que les élèves, au lieu de passer de la parole à la violence verbale ou à la violence physique, ils étaient beaucoup plus à pouvoir s'exprimer en disant ce qu'ils vivaient comme inconfort, voire comme tristesse dans la situation. Et quelqu'un qui peut exprimer ça, en général, en face, l'autre prend en compte est touché en fait parce qu'il se vit en face, et on sort, et eux aussi apprennent à sortir en fait du pouvoir de c'est moi qui ai tort, c'est moi le plus fort, ou c'est toi le plus faible, et ils sont plutôt dans une relation qui devient beaucoup plus équitable et du coup beaucoup plus pacifique. Et c'est à tel point qu'une année j'ai un élève, il m'a dit mais en fait avant il y avait dans la classe quand on avait des conflits,
On ne savait pas comment faire. Maintenant qu'on connaît on a appris à connaître nos émotions, on a appris à reconnaître nos besoins, on a appris la médiation, et bien en fait on s'en sert plus parce qu'il n'y a plus de conflit. Et moi j'ai trouvé ça édifiant et c'est en ça que la communication non violente permettra de faire évoluer les situations. On n'aura plus de... Enfin, je reste convaincue qu'on n'aura pas de harcèlement si tous les êtres humains sont formés à ces compétences psychosociales. Ce que tu évoques là, en fait, ça s'apparente un peu à l'empathie. Ah bah c'est... Alors oui, quand on parle d'empathie, bah c'est carrément... Oui, c'est ça, c'est être capable d'aller reconnaître ce qui se vit chez soi et d'aller reconnaître ce qui se vit chez l'autre et de l'accueillir. Et de sortir de l'idée... De l'ego, en fait, j'ai envie de dire, on sort de l'ego, ce qui n'est pas si simple, hein, même pour moi encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je suis dans la relation à l'autre, je ne cherche pas à obtenir un résultat, je cherche à ce qu'on soit en lien et qu'on s'en sorte tous les deux avec l'idée qu'on est, j'allais dire, gagnant-gagnant. Et qu'on est, s'il y a eu un conflit, qu'on se sent réparé, s'il y a eu un désaccord, qu'on sorte de là en se disant oh, « c'est chouette, on a trouvé une solution ». Et pas tiens, je l'ai bien eu. Parce que ça ressortira un jour ou l'autre. Donc oui, être dans l'empathie, c'est fondamental. Et c'est très contagieux, l'empathie. C'est extraordinaire de voir à quel point les enfants s'en emparent beaucoup plus rapidement que nous, les adultes. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas encore tous les filtres et le carcan éducatif que moi, à titre perso, j'avais reçu. Donc en fait, les enfants, quand ils nous voient, ou quand ils ont quand même besoin d'un modèle, pour moi, adulte, ce qu'on appelle le modèle inspirant. C'est-à-dire que si moi, je suis en mesure de reconnaître ce qui est beau chez l'autre, ce qui est bien dans les actions qu'il fait, de détacher aussi l'action de la personne que je suis, pas parce que j'agis mal, que je suis quelqu'un de mal. Et ça, c'est fondamental. N'empêche que quand les enfants sont capables de reconnaître ce qui est chouette, ce qui est beau, ce qui va bien, ou ce qui va moins bien, mais d'aller vers plutôt des énergies positives, très rapidement, ils sont capables de se féliciter, ils sont capables d'aller se consoler, ils sont capables de dire « Oh, dis donc, aujourd'hui, moi, je trouve que tu as fait des énormes progrès en maths. » Moi, je les entends se dire ça, ou même se donner des petits mots doux. Et l'empathie, plus on se la distribue, plus elle devient contagieuse. Je trouve ça assez merveilleux. J'ai envie de rajouter que la CNV, en fait, met en lumière... non pas un langage à apprendre, mais plutôt revenir à un langage naturel et notre fonctionnement naturel d'être humain. Je vois la CNV vraiment comme un éclairage sur comment nous fonctionnons en tant qu'être humain et arriver à en mettre en mots ce qui nous habite naturellement depuis la naissance. Et donc, je vois souvent l'éducation ou la culture comme quelque chose qui nous a coupé de ça, de ce langage naturel, et comment moi en tant qu'adulte j'ai besoin, ou ce que tu disais toi aussi Dominique, comment j'ai besoin moi de réapprendre à me reconnecter à ce langage naturel. Mais ce que tu disais, c'est que finalement les enfants, eux, ils sont moins conditionnés, parce qu'ils sont plus jeunes, et donc ils ont accès à ces ressources et ce langage naturel beaucoup plus facilement. Par exemple, si tu as des enfants de CP, CE1, ils n'ont que quelques années de conditionnement. Et si un enfant peut être accompagné dès sa naissance par ses parents pour pouvoir nommer ce qui se passe, eh bien, ça va être beaucoup plus facile. Le rôle de l'adulte, ça va être de l'aider à avoir conscience de ses émotions et conscience de quoi ça parle. Mais il va être capable de se connecter à ses ressentis et de se fier à une sorte comme une boussole intérieure beaucoup plus facilement. Donc pour moi, ce qui me semble important par rapport à l'enseignement de la communication non violente, c'est de former avant tout les enseignants plus que les élèves. Là, l'exemple que tu donnes, Dominique, tu étais une enseignante formée à la CNV. Donc tu pouvais la vivre dans tes interactions avec les élèves et les guider pour apprendre ça. C'est important ce que tu dis, d'avoir des adultes formés, parce que j'insiste sur le fait que la CNV, c'est un savoir-être, parce que le principe théorique de la CNV n'est pas si compliqué. J'observe, je dis mes sentiments, je nomme mes besoins, puis je fais une demande. Ça, c'est simple comme bonjour. Ça paraît simplissime, sauf que le vivre et
et le vivre sans porter de jugement, en étant vraiment à l'écoute et dans l'empathie, personnellement, il a fallu que j'aille le chercher. J'avais vraiment oublié, certainement. En tout cas, il m'a fallu apprendre à le ressentir, à le vivre, pour pouvoir après le transmettre. Et c'est important de pouvoir dire que la CNV, ça se vit et ça s'apprend. C'est d'abord un chemin personnel pour pouvoir le transmettre après. Oui, et il y a une dernière chose qui me vient, c'est donc ça me semble important que ce soit les enseignants ou les parents qui soient formés à la CNV pour pouvoir accompagner les jeunes à rester connectés à ces ressentis qu'on a naturellement depuis la naissance. Le risque que je vois en formant les jeunes directement sans former les adultes qui les accompagnent, par exemple dans un établissement scolaire, c'est d'avoir des jeunes qui vont avoir plus de ressources relationnelles que les adultes. Et ça, moi, ça me fait peur parce que je peux imaginer que des adultes qui n'ont pas connaissance, par exemple, de la notion de besoin, qui ne sont pas à l'aise avec leurs émotions, qui ne savent pas accueillir quelqu'un en face d'eux qui leur dit non sans le prendre contre eux. Moi, ce qui me fait peur, voilà, c'est que les adultes soient déstabilisés dans leurs repères éducatifs habituels et que finalement, ça amène plus de violence ou de tension dans les relations jeunes avec les adultes. Donc, pour moi, oui, il me semble important de former les adultes qui accompagnent les jeunes. Voilà. Sachant qu'on est dans une phase de transition, on va dire, où peut-être autrefois on n'avait pas conscience de ces notions de besoin. Je peux rêver d'un monde où un jour les adultes auront conscience des émotions et des besoins et donc sauront accompagner les jeunes dès la naissance. Voilà. Comment faire dans cette période de transition pour aller de ce monde à l'autre ? Voilà, il me semble important qu'on forme les adultes d'abord, qui eux-mêmes accompagneront les jeunes pour rester le plus possible connectés à leur monde intérieur. Alors là, on a parlé formation des professionnels de l'éducation et des parents. Maintenant, on va parler post-harcèlement. Et ma question sera de quelle manière la CNV peut être utilisée pour soutenir les victimes de harcèlement dans la reconstruction de leur estime de soi et de leurs relations sociales. Je pense que la CNV, la première chose qui me vient, c'est les personnes qui sont victimes de harcèlement, elles ont besoin d'écoute et d'une qualité d'écoute. Donc je pense que ça, c'est le premier élément. Et j'ai envie de dire que si on avait la capacité à former nos élèves avant même que les situations de harcèlement n'arrivent, ce serait quand même nettement plus intéressant. Je pense que ça passe aussi par la connaissance de soi. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une personne harcelée et un harceleur. C'est plus compliqué que ça. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre à ta question. Parce que ce que moi j'ai vécu dans des situations de harcèlement, c'est qu'il y avait des enfants qui étaient souvent sous la domination d'un autre enfant, donc qui était victime de harcèlement, mais souvent cet enfant victime de harcèlement, si le dominant n'était plus là, devenait à son tour harceleur. Et je pense que ce sont des enfants qui étaient complètement coupés de leurs émotions, qui étaient incapables d'avoir de l'empathie pour les autres, et qui ne se rendaient pas compte des dégâts qu'ils créaient en répétant les mêmes violences chaque jour, qu'elles soient verbales ou physiques. Donc je pense que la CNV, une fois que le harcèlement a eu lieu, je pense que c'est la médiation et donc l'écoute de chaque partie, aussi bien du harceleur que du harcelé, qui permettra de faire évoluer la situation. Et il me semble important que le harceleur soit aidé au même titre que le harcelé. Moi, j'ai en tête là, une situation d'élève où après j'ai envie de dire des mois de travail, parce qu'on avait d'abord travaillé sur les émotions, on avait travaillé sur nommer les besoins, on avait travaillé sur la médiation. Quand je dis travailler, c'est que moi je les accompagnais à vivre ça. Et j'avais tout le temps une bande de 5-6 élèves qui étaient vraiment dans une situation de harcèlement. Le temps que je cerne qui était le groupe. Quand j'ai cerné le groupe, j'ai travaillé avec eux pour comment ça se fait qu'il y avait des conflits dans la cour. On a
pris du temps, 1 heure, même 2 heures par semaine, pour voir, des fois c'était au fil de la journée, mais on avait fixé 2 heures par semaine pour comprendre comment on fonctionnait, qu'est-ce qu'on attendait des amis, qu'est-ce que j'attends de ma relation, c'est quoi mes besoins en fait quand j'ai mes amis, qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec eux. Et il a fallu que je leur apprenne à dire non. Et ça, c'est super important. Non, ce que tu me demandes de faire n'est pas possible, je me mets en danger. Donc d'être à l'écoute de soi pour pas aller me faire n'importe quoi pour le plaisir de celui qui était le harceleur. Et ça a commencé à changer les choses. Donc je pense que c'est apprendre aux enfants à dire non. Non, je ne me respecte pas ou non, je me mets en danger. Mais ça a été aussi, quand le harceleur s'est découvert harceleur, moi, la réaction qu'il a eue, c'est « je ne savais pas que c'était du harcèlement ce que je faisais. Comment je vais faire pour faire autrement ?» Et il a fallu vraiment tout un travail, et je ne sais pas si à moi toute seule j'y suis parvenue, j'en doute, mais lui apprendre à fonctionner autrement avec les autres. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question-là. Moi, j'ai juste envie de rajouter que ces étiquettes de harceleur, harcelé, comme tu as dit, c'est à manier avec beaucoup de pincettes, parce que qui est vraiment le harceleur, le harcelé, enfin, ça peut varier, ou un harceleur d'aujourd'hui, c'est peut-être un ancien harcelé, enfin, voilà, donc ça peut être facile d'utiliser ces mots-là pour aller vite, et en même temps, voilà, je vois la limite de ces mots-là, et puis je vois aussi le risque à enfermer quelqu'un dans une étiquette. Ok, je suis le harceleur, donc je vais harceler quelque part inconsciemment, il peut y avoir ce genre de discours à l'intérieur de nous. Je vais continuer à harceler puisque je suis harceleur. Donc, dans notre jargon CNV, on parle de donneur d'actes et de receveur d'actes. L'acte étant, par exemple, des insultes, des moqueries à répétition. Voilà, et donc la CNV, bien sûr, elle peut aider, comme tu disais, pour la médiation, par exemple un prof avec 2 élèves, et ça peut aussi aider dans un contexte plus large, par exemple une classe entière, parce que en fait, quand il y a un donneur d'acte, un receveur d'acte, il y a aussi tous les témoins autour, qui sont souvent des témoins silencieux, et qui ne sont pas pris en compte dans la façon classique de gérer le harcèlement. C'est toute la communauté, la classe peut être impactée intérieurement, même si elle n'a pas reçu l'acte en direct. Et donc, prendre en compte toute la classe ou tout le groupe en s'asseyant et puis en ayant un adulte qui sait faciliter, bon, j'appelle ça un cercle restauratif, et ça permet vraiment de pouvoir... que celui qui a reçu l'acte puisse dire sa souffrance, qu'il puisse être entendu là-dedans, que le donneur d'acte aussi puisse entendre l'impact de ce qu'il a fait, qu'il puisse mesurer ça, qu'il puisse aussi dire qu'est-ce qui l'a motivé à faire ça, faire ce qu'il a fait. Et puis, quand il y a cette qualité d'écoute qui est là, c'est ce que tu as commencé à dire tout à l'heure, Dominique, il y a notre élan naturel de contribution qui vient, qui dit « Ah, mais je suis désolée quand je mesure ce qui se passe pour toi. » Et souvent, c'est par ignorance, peut-être pas à chaque fois, mais il y a souvent comme une découverte et une désolation de dire « Oh, je n'avais pas mesuré que tu le vivais comme ça. » Et donc, pour moi, c'est très différent de donner une punition, parce que là, spontanément, le jeune va pouvoir dire « J'aimerais faire quelque chose pour que ça change. J'aimerais réparer. » Alors peut-être il n'aura pas d'idée, et le groupe ou le facilitateur va pouvoir le guider de comment il peut réparer, ou peut-être le receveur d'acte va pouvoir dire aussi qu'est-ce qui pourrait l'aider à se sentir vraiment pleinement pris en compte. Et puis dans un cercle restauratif comme ça, on va pouvoir entendre aussi toute la communauté, que les gens puissent d'autres élèves qui ont été témoins silencieux dans les couloirs ou dans la cour, puissent dire eux aussi à quel point ils ont été impactés et qu'ils puissent être entendus là-dedans. Et moi j'aime ça, que voilà, tout le monde soit pris en compte. Il me semble que la façon punitive classique de gérer le harcèlement ne prend pas en compte l'ensemble de la communauté. Et puis ce que j'aime, c'est que si le donneur d'acte peut être entendu dans c'était quoi son intention, c'était quoi le besoin
qui cherchait à nourrir, par exemple. Peut-être c'était un besoin de connexion derrière le fait d'insulter régulièrement un autre camarade. Eh bien, si ce besoin peut être entendu, on va pouvoir accompagner pour dire non très clairement à la stratégie du harcèlement et trouver d'autres stratégies pour que justement il y ait une prévention de la récidive. Et c'est là que je vois la puissance de ce processus de la CNV, qui pour moi me semble aller vraiment dans un impact à long terme et une prévention de la récidive. Je voulais quand même préciser, dans les collèges et lycées, et même les écoles primaires, on a le programme phare qui s'est mis en place depuis quelques années, où on écoute quand même les témoins dans les situations de harcèlement. Donc c'est déjà pour moi un début d'écoute. Et en même temps, ce que j'en ai vu, le constat que je fais, c'est que finalement, parfois des élèves qui se disent harcelés, il s'avère qu'après le déroulement des questionnaires qui doivent être du protocole phare, ce sont parfois des élèves qui sont en souffrance et qui viennent au bureau de la vie scolaire pour se plaindre. Et du coup, ce que je vois, c'est que je me dis, mais en fait, ils prennent de l'importance en se plaignant. Et moi, ça m'interpelle. Je me dis, mais finalement, on est encore en train de mettre... Alors, c'est pas qu'il ne faut pas les écouter, mais ce que je vois, c'est qu'on donne beaucoup d'importance à ce qui va mal, et que ce que j'ai vécu dans mes classes, c'était de célébrer tout ce qui allait bien, et que quand je disais l'empathie, elle est contagieuse, mais la bonne humeur et la joie, elle est contagieuse, et que c'est peut-être ça le meilleur biais pour éviter... il y a les situations de harcèlement qui sont évidemment à traiter, mais que pour enrayer ça, ce serait de commencer par changer de lunettes en parallèle, parce qu'il faut pas on ne va pas changer de monde du jour au lendemain, mais de commencer à cultiver ce qui va bien et de le dire et de pouvoir le nommer. Parce que plus on nomme ce qui va bien, plus l'être humain s'entraîne à voir et à dire, plus les choses vont bien, on rentre dans un cercle vertueux. Alors que quand on centralise et on donne de l'importance à ce qui ne va pas, moi parfois j'ai l'impression qu'on va vers des situations de surenchère dans ce qui ne va pas. Voilà, c'est la limite qu'il y a peut-être dans ces démarches-là. Alors d'ailleurs, dans ce programme phare, effectivement, on ne parle pas d'harceleur, on parle d'intimidateur. Ça, c'est le terme officiel au niveau du ministère de l'Éducation nationale. On ne va pas détailler ici le programme phare. Si celui-ci vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 5, donc l'épisode juste avant celui-ci. Il vous détaillera précisément le protocole phare mis en place au lycée Bréquigny à Rennes. Je te remercie Dominique, je te remercie aussi Christelle d'avoir accepté mon invitation. Pour conclure ce podcast, la CNV est bien plus qu'une simple technique de communication. Elle permet de renforcer les liens entre les individus et de construire un climat scolaire basé sur la bienveillance et le respect mutuel. En adoptant ce mode de communication, élèves et enseignants peuvent créer un environnement où chacun se sent écouté et compris. L'intégration de la CNV dans les pratiques éducatives peut réellement transformer la dynamique de classe et aider à prévenir les conflits avant qu'ils ne dégénèrent en harcèlement. À bientôt pour un nouvel épisode.